et de l'enseignement à Alain Savary, mort ce matin. Partisan et adversaire de l'ancien ministre socialiste de l'Éducation salue l'intégrité d'un homme de conviction. Escroquerie au cancer sur la Côte d'Azur, 2 médecins inculpés. Ils proposaient des dépistages bidons et des traitements miracles à base de produits interdits. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. À Calgary, on attendait donc une nouvelle fois Franck Piccard. Après sa médaille de bronze en descente, il y a 48 heures, la nouvelle coqueluche du ski français jouait son va-tout tout à l'heure dans le combiné. C'est raté, je vous le dis tout de suite. Tous les espoirs se sont effondrés à la 25e porte du slalom. Dominique Leglou. On avait tous sorti nos calculettes, établi des plans pour savoir si à la fin de cette première manche, il allait être médaillable ou non. Au premier temps intermédiaire, il occupait même la 8e place devant Zurbriggen et les autres favoris, Strolls ou Wassmeyer. On oubliait que parti en 18e position, sur une neige artificielle, la piste sous ses spatules était dégradée, que 4 des coureurs le précédent étaient tombés. Ça n'arrive qu'aux autres, pensait-on. Et puis, patatrac, une pointe de ski qui passe du mauvais côté. Un cri qui retentit sur les pentes du Mont Alan, le cri de rage de Franck Piccard. Il rêvait d'une 2e médaille. Patience. Il lui faudra attendre le supergéant et au cas où Albertville dans 4 ans. Après tout, il n'a que 23 ans. Voilà, vous l'avez compris, c'est donc fini pour Franck Piccard, mais il y a toujours des chances de médaille, respectivement avec Alphand et Chrétien, qui sont 6e et 7e avant la 2e manche. Demain, ce sera la descente d'âme. À moins d'un miracle, aucun espoir de médaille pour la famille française. Nathalie Ménigon, devant la cour d'assises. Le procès de 7 membres d'Action Directe a commencé aujourd'hui. Les faits qui leur sont reprochés remontent aux années 80, 82 et 83. Les assassinats du général Audran et de Georges Besse ne seront abordés qu'ultérieurement. Très affaiblie par 79 jours de grève de la faim, Nathalie Ménigon était présente à l'audience. Ses avocats ont demandé le renvoi du procès, mais ils se sont heurtés au refus catégorique du président. Hervé Brusini. Arrivé donc d'une ambulance, Henri, ce matin, solidement escorté au palais de justice, l'accusé Ménigon allait donc assister à son procès. Ménigon à son 79e jour de grève de la faim. Les faits qui se sont produits rue Pergolèse le 13 septembre 80, Ménigon utilisant son pistolet contre les policiers, l'avis du psychiatre sur la personnalité de la militante d'Action Directe, là n'était pas l'essentiel de cette journée. En réalité, ce fut un long bras de fer entre d'un côté la militante d'Action Directe, la gréviste de la faim à l'état de santé chancelant, et de l'autre la cour et un avocat général désireux, comme il nous l'a confié lui-même, Henri, d'en finir malgré tous les obstacles. Personne ne me dit rien. Alors, ce que je dois vous préciser, c'est donc qu'au cœur des débats aujourd'hui, eh bien, on a évoqué la capacité physique et mentale de Nathalie Ménigon d'assister à son propre procès. Et Nathalie Ménigon, eh bien, on a dit qu'elle pouvait le faire. Des médecins ont affirmé qu'elle pourrait assister à son procès, à condition qu'on observe des interruptions de séance répétées. Et il y en a eu 2. Et la deuxième a duré 2h30. 2h30 pendant lesquelles on a perfusé Nathalie Ménigon dans une salle d'attente voisine. Et pendant ce temps, la cour est revenue siéger. Nathalie Ménigon n'est toujours pas là, interroger le président, eh bien, qu'à cela ne tienne, nous débattrons sans elle. Maître Ripert, l'avocat de Ménigon, a alors fait valoir que le procès ne pouvait pas se poursuivre dans ces conditions. Eh bien, peu importe, a dit le président, ça vous fera un motif de pourvoi en cassation. Finalement, l'avocat a décidé de partir. Je vous commets d'office, a déclaré fermement le président à l'adresse de Maître Ripert. Et réponse du défenseur, si ma cliente n'est pas là, eh bien moi non plus, je ne serai pas là. Alors le ton monté, on a fini par faire quérir le bâtonnier de l'ordre des avocats, et puis coup de théâtre. Nathalie Ménigon est réapparue, et puis en ce moment même, le procès vient de redémarrer. Les magistrats sont en train d'interroger les témoins, et chacun observe du coin de l'œil Nathalie Ménigon, en se demandant bien quand aura lieu la prochaine interruption de séance dans ce procès qui se déroule dans des conditions bien curieuses. Hervé, on peut s'attendre à un verdict ce soir? Tout à fait, puisque les choses ont redémarré comme je vous l'ai expliqué. Le verdict sera effectivement prononcé ce soir, mais quand? La question est là.
Merci à vous. Sur la Côte d'Azur, de nombreuses personnes s'interrogent au lendemain de l'inculpation de 2 médecins pour escroquerie et pratique illégale de la pharmacie. Les 2 docteurs auraient vendu des remèdes miracles pour lutter contre le cancer. Le problème, c'est que la vente de ces remèdes est interdite en France. Hier soir, un des médecins a été remis en liberté sous condition, mais le problème reste posé à travers une question simple. A-t-on affaire à une escroquerie ou à l'exercice lucratif d'une médecine marginale? Réponse d'Henri Bodiguel. Sous le couvert d'une association baptisée Cancer Espoir, un généraliste de Menton, Philippe Lagarde, et un radiologue de Nice, Augustin Roquette, proposaient par correspondance un traitement contre le cancer. Après règlement d'une cotisation qui pouvait aller de 50 à 1500 francs, ils proposaient d'abord un test de dépistage, soit un prélèvement de quelques gouttes de sang, puis, le cas échéant, un traitement basé, semble-t-il, sur des médicaments importés de Suisse et interdits en France. Non reconnu par l'Académie de médecine, le test est de toute façon sérieusement remis en cause par les spécialistes du cancer. Je ne vois pas comment, par l'analyse de quelques millilitres de sang, il était possible de déterminer l'existence d'un cancer, sa nature et son pronostic. Je ne vous cacherai pas que nous n'accordons pas ni à ces tests, ni à ces méthodes thérapeutiques de valeur. Du moins, nous n'avons pas constaté leur efficacité. Quant à l'ordre des médecins, il se montre pour l'instant réservé. Le cas présent, autant que nous puissions le savoir, puisque c'est une affaire qui actuellement est de l'ordre de la justice civile, nous avons affaire à un cas d'exercice de médecine dans des conditions anormales. Aujourd'hui, le docteur Lagarde est toujours en prison, tandis que le docteur Roquette a été remis hier en liberté sur caution. Reste que les 2 médecins faisaient plutôt de bonnes affaires, puisqu'on estime à 200 le nombre des tests commercialisés chaque mois, des tests qui étaient facturés 280 francs pièce. Voilà donc pour les faits et pour l'aspect juridique de cette affaire. Revenons quelques instants sur les remèdes miracles importés de Suisse dont je parlais tout à l'heure. Ces produits sont-ils crédibles? C'est la grande question. Alain Labouze répond. A priori, le test proposé par le docteur Lagarde était simple. Quelques gouttes de sang déposées sur une lame et qu'on va examiner sous un microscope un peu sophistiqué comme celui-ci. Et puis le diagnostic par la couleur du sang séché à l'air. Et c'est tout. Selon la couleur observée, le docteur Lagarde s'estimait capable de dire si l'on était normal ou bien si on était porteur d'un cancer. Bref, le test de détection du cancer du docteur Lagarde est dénué de tout fondement scientifique. Restent les médicaments qu'il propose pour traiter les malades atteints de cancer. Et là, les choses sont nettement plus graves. Plus graves parce qu'il s'agit là de produits qui n'ont jamais fait la preuve d'une quelconque efficacité. Le fait qu'ils soient vendus en Suisse n'y change rien. Dans ce pays, on le sait, la réglementation est beaucoup moins sévère qu'en France. De toute façon, comme pour tous les nouveaux médicaments, les nouveaux produits doivent passer au crible de l'expérimentation biologique et animale avant d'être prescrits chez l'homme. Dans tous les cas, ces produits peuvent être dangereux pour au moins une bonne raison, c'est qu'en empêchant la mise en route rapide d'un traitement plus efficace, on élimine peut-être toutes ses chances de guérison aux malades. À Poitiers, 2 autres médecins et un professeur sont, vous le savez, sur la sellette. Je vous rappelle que les docteurs Diallo et Archambault sont accusés d'homicide volontaire et que le professeur Mériel est accusé d'homicide involontaire. En toile de fond, la mort d'une jeune femme de 33 ans et un sabotage sur lequel on tente de faire la vérité. À Poitiers, depuis 48 heures, on essaie de mieux cerner la personnalité des accusés et aujourd'hui, on a reparlé de l'inversion des tuyaux. Thierry Calmette. Diallo, vous êtes muté demain en urologie. Nous sommes le 29 octobre 84, veille du drame, dans le bureau du professeur Mériel. Après 7 ans de bons et loyaux services, d'une phrase, le docteur Diallo vient d'être sèchement remercié par le professeur. Toute la journée, nous étions plongés au cœur du service d'anesthésie avec les 120 médecins, stagiaires et infirmières dirigés par le professeur Mériel. Les méthodes du chef de service, autoritaires, disséquées par le docteur Diallo. Sur les motifs du conflit entre les 2 médecins, Diallo répond médecine, technique de pointe, précise les dosages. Mériel parle règlements universitaires, statistiques. Étonnant, lorsqu'il faut préciser une technique médicale comme l'anesthésie péridurale, c'est Bakary Diallo qui fait un cours à la demande de l'avocat général Jacques Pogam et Paul Mériel, le professeur, qui acquiesce. Un témoin muet près de la barre, le respirateur. Les tuyaux ont-ils été inversés avant l'opération? Oui, d'après l'accusation. J'aurais utilisé ce respirateur en toute confiance, glisse Archambault. Un Archambault décontracté, précis, qui aujourd'hui ne ressemble pas du tout au portrait habituel que l'on fait de lui. Le respirateur garde à la vedette. Jeudi, les témoins raconteront l'opération.
La classe politique française en deuil. Alain Savary est mort ce matin à l'âge de 69 ans. Grand résistant et dirigeant socialiste de tout premier plan, Alain Savary était avant tout un homme de conviction. Sa droiture exemplaire, il l'avait prouvé entre 80 et 84 en acceptant de travailler sur le projet d'une école unifiée et laïque. Une mission qualifiée d'impossible qui avait déchaîné les passions et provoqué sa démission du gouvernement. Pascal Guimier. Juin 1984, 1 million de manifestants dans la rue pour l'école privée. Le projet Savary sera bientôt retiré. Après 2 ans et demi d'un combat presque solitaire, le ministre de l'Éducation nationale remet sa démission. Juillet 84, Alain Savary quitte le devant de la scène. Alain Savary, une des figures du socialisme à la française, un homme aussi qui savait dire non. 1940, non à la défaite, c'est l'entrée dans la résistance. 1956, non au colonialisme, Savary, secrétaire d'État dans le gouvernement Guy Mollet, démissionne pour protester contre l'arrestation de leaders du FLN algérien. 1958, non au retour du général de Gaulle, Alain Savary quitte la SFIO. 10 ans plus tard, il a pris la tête d'un parti socialiste rénové. Mais à Épinay, en 1971, c'est à François Mitterrand que reviennent les commandes du PS. Député puis président de conseil régional, Alain Savary devra attendre encore 10 ans avant de revenir en pleine lumière. 1981, il dit oui au portefeuille de l'éducation nationale, un poste à risque. S'efforçant de convaincre plutôt que de contraindre, Alain Savary devra finalement s'incliner. Tiraillé de tous côtés, mal soutenu par ses propres amis politiques, il démissionnera. Une dernière fois, Alain Savary avait préféré dire non plutôt que de se voir désavoué. Le chanoine Guy Berthaud, secrétaire général de l'enseignement catholique pendant la querelle public-privé, rend hommage ce soir à M. Savary. Paul Guy Berthaud déclare notamment « Nous avons fait ensemble un bout de chemin très important. Nous n'avons pas toujours été d'accord, certes, mais nous avons trouvé en lui un partenaire attentif à nos problèmes, à nos difficultés et à nos objections. » À Paris, avalanche de réactions au lendemain de la publication du bilan 86-88 du gouvernement Chirac. Le document de 40 pages peut être résumé en 3 mots, liberté, redressement et solidarité. Les faits, a dit Jacques Chirac sur notre antenne hier soir, sont incontournables. Aujourd'hui, les baristes ne veulent pas porter quelque critique que ce soit à l'encontre du bilan, je cite leurs propos. Par contre, vive réaction côté socialiste et communiste. Georges Marchais, qui était l'invité du journal d'Antenne 2 ce midi, va même beaucoup plus loin. Il critique l'ensemble du septennat. Lorsque l'on prétend que ce septennat se traduirait par une amélioration de la situation des Françaises et des Français, c'est tout simplement scandaleux. Les gens le savent bien. Pour certains, oui, mais pour les gens qui vivent du fruit de leur travail, ce n'est pas vrai. Il y a plus de chômage, plus de difficultés à vivre et des attaques contre les droits sociaux des gens. Voilà la réalité. De 1986 à 1988, la France a perdu 100 000 emplois. Et le chômage a augmenté malgré un traitement social à forte dose. En outre, il a aggravé les inégalités sociales et aujourd'hui plane sur notre économie beaucoup d'incertitudes. C'est la raison pour laquelle je trouve ce bilan purement électoral, c'est celui d'un candidat à la présidence de la République. C'est un bilan utile et qui est exact. Mais on aurait dû le compléter sur 2 points, je crois. Premier point, voir où on se situe dans la compétition par rapport à nos partenaires européens. On aurait vu par exemple que pour les prix c'était bien, mais que pour l'emploi on continue à prendre du recul. Les Anglais ont créé 230 000 emplois, nous avons perdu 50 000 emplois. Et je l'aurais complété sur un 2e point, qui est de prendre la perspective. Regarder sur 2 ans, c'est trop court pour juger de la situation de la France, il faut les 7 ans. Or, l'enjeu majeur des prochaines années, c'est de remonter le handicap accumulé pendant les 7 années où nous avons pris un recul considérable par rapport à nos partenaires. L'équipe de campagne du Parti socialiste au grand complet pour la toute première fois. C'était cet après-midi à Paris. Tous les ténors étaient présents pour la photo de famille, de Lionel Jospin à Laurent Fabius, en passant par Pierre Mauroy et Jacques Lang. En attendant le candidat socialiste officiel, chacun va sillonner la France. Et faut-il y voir un petit signe, un petit présage? Le premier meeting se déroulera dimanche prochain à Nevers, la Nièvre, terre d'élection de qui vous savez. Avant l'annonce officielle de la candidature socialiste aux alentours du 15 mars, Michel Rocard en parlait récemment, les autres états-majors mettent les bouchées doubles depuis quelques jours. Le porte-parole de Raymond Barre a présenté aujourd'hui la campagne d'affichage de son leader. 2 slogans sur les murs à partir du 22 février prochain. Il est temps de faire confiance aux Français, il est temps de faire confiance à la France. Le visage de Raymond Barre apparaîtra sur fond de ciel bleu-azur.
En 2 mots, le tout dernier sondage BVA Paris Match place toujours Jacques Chirac devant Raymond Barre au premier tour, 23% contre 19%. Précision importante, le sondage a été réalisé avant l'annonce officielle de la candidature du député de Lyon. François Mitterrand est toujours largement en tête du premier tour avec 36% des intentions de vote. Il l'emporterait dans tous les cas de figure au second tour. Monsieur Mitterrand, s'il est à nouveau candidat, peut également se réjouir de voir son épouse, Madame Mitterrand, percer dans les sondages. Les chiffres publiés ce matin dans Jour de France sont sans appel. Henri Elie. Daniel ou Bernadette ou Ève, le 8 mai au soir, l'une d'entre elles aura le privilège, l'avantage ou le désagrément d'être la première dame de France. Et même si le président ne s'est toujours pas prononcé, les sondages comptabilisent d'ores et déjà son épouse parmi les possibles, voire les probables. Comme le président pour la sympathie, Daniel caracole en tête loin devant ses 2 concurrentes les plus en vue. Mais pour l'élégance, c'est bel et bien Bernadette qui décroche le dé d'or. Reste la plus illustre inconnue des Français, du moins des Français sondés, et ce très largement, Madame Barre. Enfin, et pardonnez-moi mesdames de vous l'avouer, mais à la question « Souhaitez-vous voir ou entendre dans des émissions de télévision ou de radio les femmes des candidats ?», la réponse des sondés est très nette, c'est non pour 65% d'entre eux. Aux États-Unis, George Bush retrouve ses chances dans la course à la Maison-Blanche. Le vice-président américain sort largement vainqueur de la primaire du New Hampshire. Côté démocrate, pas de surprise, Michael Dukakis affirme de plus en plus ses prétentions. Chiffres et analyses avec Paul Naon. Quelques secondes avant l'annonce des résultats, George Bush est nerveux. Il sait que s'il perd dans le New Hampshire, il n'accédera pas à la Maison-Blanche. Mais il va gagner ici largement avec 38% des suffrages des républicains. Le vice-président des États-Unis revient de très loin après sa défaite dans l'Iowa. George Bush aujourd'hui a les meilleures chances de devenir le futur président des États-Unis. Toujours chez les Républicains, Bob Dole, déçu, 10 points derrière George Bush. Les 2 hommes ne s'aiment pas. Nous avons demandé à Bob Dole si après sa défaite, il reste toujours dans la course. Bien sûr, je reste dans la course, mais je ferai de mon mieux pour continuer à parler des vrais problèmes du pays et on va travailler dur. Chez les démocrates, victoire du fils d'émigrants grecs et gouverneur du Massachusetts, Michael Dukakis, c'est lui qui devrait obtenir l'investiture de son parti à la convention d'Atlanta. Et derrière les poids lourds de la politique américaine apparaissent un certain nombre de personnalités qui défraient la chronique. Parmi elles, Pat Robertson, un républicain comme M. Bush ou Robert Dole. Robertson, qui avait créé la surprise il y a quelques semaines seulement dans l'Iowa, est entré en politique, je cite, pour sauver une Amérique moralement malade. Reportage de Paul Naon et Francis Friedland. Peter Campbell et Howard Hodge sont fermiers dans le New Hampshire. Comme beaucoup d'autres paysans, ils ont reçu une cassette du programme de Pat Robertson, le candidat républicain. 200 000 de ces enregistrements ont été envoyés dans l'État et tous 2 ont voté pour lui. Pat Robertson, 57 ans, moraliste, ultra-conservateur, s'est lancé dans la course à la Maison-Blanche. C'est Dieu, affirme-t-il, qui m'a demandé de briguer la magistrature suprême. Pat Robertson est un télévangéliste. Il exerçait son ministère religieux chez les baptistes et dirigeait un réseau de télévision par câble, 200 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Voici l'une de ses performances regardée chaque semaine par plusieurs millions de téléspectateurs. Somebody's bite is not right, and God is actually manipulating your jaw right now so your teeth will hit the way they're supposed to. Fort de sa seconde place dans l'Iowa, Pat Robertson s'est lancé à corps perdu dans la bataille. Il a réalisé un faible score dans le New Hampshire, mais il compte sur les États du Sud, beaucoup plus religieux, pour refaire son retard. Pat Robertson tient un discours simple, l'égoïsme humain, l'infidélité, le divorce, la drogue amèneront la désintégration de la société. Votez pour moi et je redonnerai à l'Amérique sa place de numéro 1 dans le monde. Je crois profondément en Dieu et dans la Bible. J'ai le sentiment de bien faire. Vous savez, en Amérique, nous sommes très croyants. Ce que nous entreprenons n'est jamais contre la volonté de Dieu. Et je n'essaierai même pas d'être président si c'était contre sa volonté. Son aisance devant les caméras, l'importance des fonds dont il dispose, l'efficacité de son organisation, son armée invisible comme il l'appelle, font de lui un candidat sérieux.
Pat Robertson, une main sur le cœur, l'autre sur la Bible. Je l'apprends à l'instant même, 3 enfants viennent de trouver la mort dans un incendie à Paris. Le drame s'est déroulé il y a moins d'1 heure dans un appartement situé rue de la Folie-Méricourt, dans le 11e arrondissement. Il semblerait que les 3 enfants soient morts d'asphyxie. D'autres précisions tout à l'heure. Les autres faits marquants de l'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous évoquerons la fin d'un conflit, sans doute, en Grande-Bretagne. Cet officier américain a été enlevé cet après-midi au Liban Sud, dans un secteur contrôlé par le mouvement chiite Amal. Richard Higgins travaillait pour l'ONUST, l'Organisation des Nations Unies chargée de surveiller la trêve en Palestine. C'est la 2e fois en 2 semaines que les Nations Unies au Liban sont la cible des preneurs d'otages. Licio Gelli est rentré en Italie. Le maître de la loge maçonnique P2 a été extradé de Suisse ce matin. Incarcéré à Parme, il va retrouver ses juges pour un scandale politico-financier, le krach du Banco Ambrosiano en 1982. Il serait également impliqué dans l'attentat en gare de Bologne, 85 morts en 1980. En Allemagne de l'Est, les troupes soviétiques préparent le démantèlement des SS-12. Ces missiles intermédiaires de courte portée sont prêts à être rapatriés en URSS. C'est là qu'ils devraient être éliminés, comme le prévoit l'accord de Washington. Au total, l'armée rouge dispose de 107 missiles nucléaires intermédiaires en RDA. Sans doute la fin d'un conflit en Grande-Bretagne. La direction de Ford et les syndicats viennent de signer un accord qui sera soumis à la base dès demain matin. Le conflit était sans précédent dans le secteur de l'automobile. Il paralysait 22 usines, 32 000 salariés étaient concernés. Philippe Arroir. On pensait que la grève chez Ford en Grande-Bretagne serait longue et dure, comme il y a 10 ans où elle avait duré 8 semaines. Mais surprise, après 9 jours de conflit, les négociations ont repris et un accord a été trouvé au plan salarial qui donne satisfaction aux syndicats. L'accord porte sur 2 ans et prévoit un minimum d'augmentation de 14%. La direction voulait un engagement sur 3 ans et l'a laissé tomber. L'impression, c'est que la compagnie américaine a jeté l'éponge. La grève lui coûtait cher, 400 millions par jour, et elle commençait à menacer d'autres usines européennes du groupe, dépendantes des pièces fabriquées en Grande-Bretagne. Les 32 000 ouvriers de Ford vont se prononcer demain jeudi sur l'accord. En principe, ils devraient mettre fin au conflit. Mais une surprise n'est pas impossible car déjà, ils s'étaient opposés à un premier accord qui avait été accepté par les syndicats, d'où la grève. En tout cas, la direction de Ford a au moins une corde à son arc. Si les Anglais font des difficultés, les futures usines du groupe s'installeront ailleurs sur le continent. Tant pis pour les emplois perdus. Un argument que l'on ne saurait ignorer en Grande-Bretagne. Le sport et plus particulièrement le basket. Le 16 mars prochain à Grenoble, Limoges disputera sa 4e finale européenne. Déjà 2 fois vainqueur, vous le savez, en Coupe Corach. Limoges disputera cette fois la finale de la Coupe des Coupes face à Barcelone. Bernard Père. Chaude, voire même agressive, l'ambiance à Pezzaro. Pourtant, les Limougeaux, à l'image de leur entraîneur, étaient étrangement sereins. Il est vrai qu'ils possédaient 16 points d'avance acquis au match aller. On a l'habitude, je crois que si on est bien dans notre tête, ça devrait aller, mais ça va être très dur. En effet, ce fut dur, enfin, en début de rencontre. Les Italiens comptèrent même jusqu'à 9 points d'avance. Mais côté Limougeaux, pas d'affolement. La machine se mit en route avec aux manettes l'extraordinaire américain Don Collins, auteur de 38 points encore hier soir. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les joueurs de Limoges se retrouvaient avec 8 points d'avance pour en compter 5 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, les leaders du championnat de France donnaient une véritable leçon de basket collectif et possédaient jusqu'à 13 points d'avance. Sur 2 de leur qualification, ils levaient alors le pied, comme l'on dit, et se faisaient même coiffer sur le fil. Qu'importe, ils avaient leur 4e qualification pour une finale de Coupe d'Europe en poche, avec en plus l'avantage de la jouer cette finale à Grenoble. J'espère qu'on aura la même ambiance qu'avait eu Orthez quand ils avaient fait une finale en France. Et si on ramenait la Coupe des Coupes, ce serait le plus beau trophée qu'un sport co ait jamais ramené en France. Je crois que ce serait une satisfaction pour tout le monde. Personnellement, à 30 ans, il est temps que je la gagne, la Coupe d'Europe. La météo, Laurent Cabrol, apparemment il y a du soleil en perspective, c'est une bonne chose. Oui, effectivement. Demain, nous vivrons une journée agréable, une journée sympa, si vous préférez. Une journée en tout cas qui sera largement ensoleillée, dans la mesure où nous aurons bien sûr des brouillards le matin. Et ensuite, très rapidement, eh bien, le soleil qui va réapparaître avec quelques nuances que nous allons placer tout de suite sur cette couleur du temps, cette carte que je vous propose pour demain après-midi, avec donc des nuages sur les côtes de la Manche, mais aussi le nord, le nord-est, l'est, dans toutes ces régions. Donc
un petit peu de nuages, sans méchanceté, ils ne sont pas porteurs d'ondées. Et puis partout ailleurs, le soleil. Les températures demain matin sont à la baisse. Moins 4, moins 3 degrés dans bon nombre de régions. Pensez à vos plantes, ne laissez pas trop exposer, surtout si elles sont au grand air, car ces températures sont prises sous abri. Demain après-midi, bien sûr, les températures vont grimper. Nous serons de 8 à 16 degrés du nord au sud, avec un 8 degrés ici à Gravelines où est né Monsieur Gaudy. Vous ne connaissez pas peut-être Monsieur Gaudy, et pourtant il est très célèbre, c'est celui qui a servi de modèle aux zouaves du pont de l'Alma. Il est né à Gravelines. Alors le zouave du pont de l'Alma, parlons-en, puisque la Seine est en train de baisser. La cote actuellement est de 4,50 m et on va commencer à réouvrir les berges à partir de 4 mètres dans 2 ou 3 jours. Voilà. Pour demain, demain le soleil va se coucher à 18h14 et nous fêterons, les Bernadettes. On enchaîne avec les pronostics du quartet et du tiercé pour demain. On court à Vincennes. Et puis heureusement que le meeting de Vincennes commence à tirer un petit peu à sa fin. Dans 15 jours, c'est Auteuil qui prend la relève avec les trotteurs, avec les chevaux d'obstacles, parce que les trotteurs commencent à être fatigués. Il y a moins de chevaux engagés dans les épreuves. Enfin, néanmoins, demain après-midi, nous aurons droit à une très belle course dans le quartet tiercé plus qui se courra dans le prix de Sèvres. Malheureusement, il n'y aura que 14 trotteurs, des chevaux âgés de 6 ans, qui composent tout de même un lot de très bonne qualité. Alors voici tout de suite le pronostic que je propose dans cette course aux 3 attelés longue de 2300 mètres, avec en tête Kivergo, le numéro 9, suivi de Quarine, le numéro 14, quatrième tête, le 13, Queen Ferronnière, le 10, Kyriam, le 11, Cathy de Bourg, le 12, Kalinkuo, le 3, et pour terminer, Caire de Touès, le numéro 8. 9, 14, 13, 10, 11, 12, 3 et 8. Sans doute, Pierrette, vous jouez toujours vos pronostics Non, je vous pose la question, parce qu'il y a des diamants, une rivière de diamants encore ce soir. Non, mais apparemment ça marche. Ça marche, le pronostic. L'amour au banc d'essai ce soir sur Antenne 2 dans la marche du siècle, animée par Jean-Marie Cavada. Alors si j'ai bien compris, Jean-Marie, la tendresse revient à la mode, mais les divorces ne cessent d'augmenter. Vous nous aiderez à comprendre ce soir. Oui, Henri, d'abord, ce n'est pas un banc d'essai, mais c'est une photographie de ce qui s'est passé en 20 ans dans notre pays en matière de sentiments, en matière de désir de s'unir, c'est-à-dire union libre ou mariage. Je vous donne 3 chiffres très rapidement, parce que c'est formidable de voir comment ça bouge et comment ça ne bouge pas. Ça bouge parce que le sentiment est pour 65% des personnes que nous avons interrogées une valeur forte qui revient vraiment de façon très visible. Mais là-dedans, c'est l'exigence de fidélité qui domine. 55% veulent absolument une union libre ou mariage qui soit teintée absolument de fidélité. La dernière chose, ce sera pour dire que l'union libre l'emporte encore au hit parade de l'union tout court, si je puis dire, pour 71% des personnes interrogées. Qui, comment, des reportages, des visages connus, des gens de tous les jours, des stars. C'est dans un instant, après vous Henri, sur Antenne 2, dans la marche du siècle. Merci. A tout à l'heure, Jean-Marie Cavada. Prochain rendez-vous avec l'information vers 23h30. Le dernier journal sera présenté par Aubrey Edler. Demain, dès 6h45, n'oubliez pas Télématin et vous retrouverez Roger Zabel et le journal de Calgary en direct à 7h20. À 7h45, Gérard Morin recevra Robert Hossein. Je vous retrouve demain à 20h. Merci de votre fidélité. Bonsoir.